7 bonnes raisons de choisir Voyage Antillais. Voyage Antillais est une agence antillaise depuis plus de 50 ans. Voyage Antillais vous réserve un accueil chaleureux, une qualité de service, un accompagnement soigné, toujours avec le sourire. Voyage Antillais vous propose les meilleurs prix. Avec Voyage Antillais, vous bénéficiez de facilités de paiement. Votre deuxième bagage est offert. Voyage Antillais, c'est 2 agences en Île-de-France qui relient les Antilles à Paris. Voyage Antillais, nous là vous faisons voyager. Hexagone, actualité. Au premier lieu, je me trouve à l'Assemblée nationale pour le colloque annuel du logement social outre-mer, sous le parrainage de Olivier Servat, député de la Guadeloupe, un colloque qui est organisé chaque année par l'UCHOM, qui est l'Union sociale pour l'habitat outre-mer. De nombreuses tables rondes se sont déroulées cet après-midi ici à l'Assemblée, des tables rondes avec des thèmes bien précis, par exemple vision opérationnelle, comment répondre aux besoins pressants de logement des ultramarins, alors que le contexte budgétaire s'annonce particulièrement contraint, ou encore focus aussi sur les coûts de construction. Je vous propose d'écouter les quelques interviews que nous avons réalisées suite à ce colloque. Mesdames et messieurs, votre égalité, c'est un plaisir pour moi donc, de représenter ici la cellule économique régionale de la construction de Martinique, un outil qui regroupe à la fois des partenaires publics et des partenaires privés. Je suis également secrétaire général de la Fédération régionale du BTP de Martinique. Donc les questions qui touchent aux entreprises et qui ont été évoquées donc, par les orateurs précédents nous touchent au premier chef. Alors on a voulu mettre un petit focus, il y a un diaporama sur la problématique des coûts de construction. On l'a bien compris depuis le début de ce colloque. Cette problématique est au cœur de la capacité, je dirais, de l'écosystème à pouvoir produire du logement social. Et nous assumons, en fait, au niveau des entreprises, complètement cette problématique. Alors, pourquoi, diapositive suivante, pourquoi nous avons voulu, effectivement, nous intéresser de plus près à la question des coûts de construction, essentiellement pour 4 raisons, parce qu'on a constaté, notamment sur la Martinique, une très forte augmentation des stocks de logements financés non réalisés. Et malheureusement, donc, cette non-réalisation de logements financés est beaucoup due à cette non-maîtrise du coût de construction. Ensuite, les bailleurs sociaux nous ont aussi beaucoup alertés sur des difficultés croissantes à avoir des entreprises pour réaliser les travaux. Et ça devient effectivement assez alarmant, avec, ça a été signalé dans le joli, des lots sur lesquels il n'y a parfois plus qu'une seule entreprise qui répond. Nous faisons face également de manière, je dirais, croissante à des défaillances d'entreprises dans ce secteur. C'est aussi un aspect qui nous préoccupe. Et puis, on se projette aussi sur l'avenir, et l'avenir, c'est le PLOM 3, avec des programmes qui ont été mis en place par les bailleurs très importants, aussi bien pour la réhabilitation du parc de logements que de la construction neuve. Et c'est aussi, donc pour nous, le besoin de nous adapter à la demande future. Slide suivante. Alors, juste en termes de méthodologie, il faut savoir que la CERP Martinique avait eu l'occasion donc de réaliser une première étude sur les coûts de construction en 2020. Et c'est une étude qui a été réalisée à partir des opérations construites. Donc, on est parti du réel et donc de ce qui a pu être réalisé et de l'analyse des coûts. Donc, par corps d'État, à partir de ces opérations. Il y avait une première mise à jour donc, en 2022 qui a concerné également la réhabilitation. Et puis, face aux difficultés croissantes, l'écosystème a souhaité produire une mise à jour. Et cette dernière mise à jour date, elle est toute récente, elle date du milieu de cette année. Dans ce contexte de flambée des coûts de construction et de dégradation des conditions de vie des ménages,
Cela nécessite une réponse stratégique et innovante. Il est crucial de revaloriser les allocations, mais aussi d'envisager des solutions adaptées aux spécificités ultramarines pour optimiser les financements et mobiliser de nouveaux leviers. Il faudrait une optimisation des financements actuels avec l'objectivisation de la LBU et l'élargissement du dialogue territorial. Actuellement, la répartition de la LBU repose sur un dialogue territorial limité entre l'État central et ses services déconcentrés, ce qui réduit la transparence et la pertinence de l'allocation de ces fonds. À mon avis, il faudrait instituer un dialogue élargi, incluant les collectivités territoriales, les bailleurs sociaux, les associations, pour établir les critères objectifs de répartition des fonds, basés sur des indicateurs comme la tension du marché, les volumes de demande et les besoins de rénovation. Ce dialogue plus inclusif garantirait une allocation budgétaire plus juste et plus ciblée. Par ailleurs, nous devrions œuvrer pour la création de comités de suivi territoriaux. Ces comités réuniraient régulièrement les acteurs locaux pour évaluer l'avancement des projets et proposer des réajustements budgétaires si nécessaire, facilitant un usage plus efficace des fonds et une réactivité accrue face aux imprévus. Je voudrais aussi dénoncer, comme l'a fait le sénateur Victorin Lurel, encore une fois l'injustice du FNAP, dont ne bénéficient pas nos territoires d'outre-mer. Pour autant, nous cotisons. Pour la SMHLM, cela représente plus de 500 millions d'euros. C'est énorme. 500 000 euros, c'est énorme. 500 millions, ce serait encore plus énorme. Il serait nécessaire de réviser les aides publiques pour inclure les zones quartiers prioritaires de la ville, effectivement. Donc ça, je sais qu'on a eu des avancées l'an dernier là-dessus. Fort de ces constats, je souhaiterais proposer quelques solutions innovantes pour le logement social d'outre-mer. J'appelle au VV une réhabilitation créative du parc social et du parc privé. Face à la demande croissante des petites unités, il devient impératif de repenser le parc social existant pour répondre aux évolutions socio-démographiques. Nous devrions travailler à la réhabilitation et à la transformation des bâtiments existants en encourageant la division des lots et la transformation des friches urbaines en logements sociaux. Nous pourrions optimiser l'utilisation du parc actuel, par exemple un soutien financier spécifique pour être alloué aux projets de micro-logements dans les bâtiments vacants pour répondre aux besoins des ménages modestes et des personnes âgées. Parce que c'est vrai qu'on a parlé des logements vacants, c'est-à-dire qu'il y en a beaucoup, mais on ne parle pas du problème de désamiantage qui n'est pas pris en charge et d'autres problèmes que nous avons parce que ce sont des vacances surtout techniques le plus souvent. Nous devrions établir des partenariats avec les propriétaires privés pour mobiliser le parc privé vacant, des aides fiscales et financières adaptées pour inciter les propriétaires privés à louer leur logement vacant à des prix sociaux. Cela permettrait une expansion rapide du parc locatif sans nécessiter de nouvelles constructions coûteuses. J'appelle aussi de mes vœux des modèles de partenariat public-privé adaptés au logement social. Le recours au partenariat public-privé est essentiel dans un contexte de baisse de financement public. Cependant, ces modèles doivent être adaptés aux spécificités ultramarines pour être efficaces. Cela permettrait entre autres le développement de villages urbains mixtes, inspirés des villages relais. Ces espaces mixtes combineraient des logements sociaux avec des espaces commerciaux et communautaires pour autofinancer partiellement les coûts de construction, en intégrant bien sûr les commerces. Cela favoriserait l'investissement dans les matériaux locaux et écologiques, ça a été encore dit, en soutenant une filière de construction caribéenne, utilisant des matériaux adaptés au climat. J'en veux pour exemple le bambou, le bois tropical et autres. Les PPP pourraient réduire les coûts tout en stimulant l'économie locale. Des incitations fiscales et des subventions pourraient être envisagées pour encourager l'utilisation de ces matériaux. Les autres pistes d'amélioration concerneraient les assouplissements réglementaires et les dérogations que pourraient porter nos parlementaires. En premier lieu, il faudrait un assouplissement des normes de construction et la facilitation administrative. Les exigences réglementaires actuelles, souvent calquées sur le modèle métropolitain, freinent la réalisation des projets de logement en outre-mer. Il serait opportun de demander et d'obtenir la dérogation pour les normes énergétiques de construction. Cela aurait pour but de permettre des assouplissements ciblés pour des normes qui ne sont pas adaptées à nos climats tropicaux et qui induiraient une réduction des coûts. Par exemple, l'exigence de matière d'isolation thermique pourrait être assouplie car elle n'est pas pertinente dans un contexte tropical où la priorité est plutôt la ventilation et la protection contre l'humidité. Nous pourrions aussi proposer des procédures accélérées pour les autorisations de construire. Autre piste d'innovation, nous pourrions travailler à la mise en place d'une task force d'ingénierie pour le logement social. Le déficit d'ingénierie est une faiblesse structurelle des Outre-mer. Une task force dédiée pourrait accompagner les territoires dans la mise en œuvre de projets ambitieux. Elle viendrait en soutien aux communes et aux bailleurs sociaux.
Par ailleurs, je soutiens l'idée de la pertinence de former, de renforcer les compétences et les capacités locales. Il faudrait mettre en place des actions de formation afin de constituer des équipes techniques de haut niveau en travaillant directement avec les communes et les EPCI. Ces équipes techniques viendraient renforcer l'autonomie des territoires dans la gestion de leurs projets de logement. J'appelle aussi de mes vœux une approche concertée pour la rénovation énergétique et l'amélioration du parc locatif. Premièrement, en adaptant les critères de performance énergétique en fonction des spécificités locales, je préconiserai l'utilisation des anciens DPE et audits énergétiques. Ainsi, les aides actuelles de la rénovation énergétique s'appuieraient sur les outils en vigueur, anciens DPE pour la Martinique, permettraient ainsi de ne pas interrompre les projets en cours. Autre idée, j'appelle le développement d'un pacte d'innovation logement outre-mer. Le pacte innovation logement outre-mer, c'est une initiative qui pourrait viser à encourager et subventionner des projets de logement social innovants. Ce pacte pourrait se décliner en plusieurs actions: appel à projets pour la construction éco-durable et résiliente et la création d'un label de logement durable ultramarin. J'appelle aussi de mes vœux l'instauration de contrats de territoire logement social, CTLS. Ces contrats seraient des accords passés entre le gouvernement et chaque collectivité d'outre-mer et permettraient une gestion de fonds plus flexible et une adaptation aux besoins des locaux. Gestion décentralisée du financement, indicateurs de performance locaux. Autre action, création d'une banque d'impact social outre-mer pour le logement, qui permettrait entre autres d'avoir des prêts à impact social pour le logement social, proposer des prêts à impact social dont les taux sont ajustés en fonction des résultats sociaux des projets financés par exemple. Émission d'obligations vertes pour le logement durable. Ces obligations pourraient être émises par la Banque d'impact social pour financer des projets respectant des critères écologiques et sociaux. Nos parlementaires pourraient porter et soutenir un projet de loi portant sur le renforcement des aides pour les propriétaires occupants modestes, en augmentant le montant des subventions disponibles pour les ménages les plus modestes, notamment via des dispositifs comme MaPrimeRénov'. Nous pourrions accéder à la rénovation énergétique du parc privé. En conclusion, vous avez compris que les enjeux du logement social en Outre-mer sont d'une complexité et d'une urgence qui impose une action concertée, innovante et ambitieuse. L'optimisation des financements, l'adaptation des normes, la mobilisation du parc privé et la mise en place de solutions techniques adaptées sont des priorités pour répondre aux besoins croissants des ultramarins. Dans ce contexte budgétaire contraint, il est crucial de combiner pragmatisme et innovation pour garantir aux populations ultramarines un logement décent, durable et accessible. Le soutien du gouvernement et la révision de certaines politiques publiques sont essentiels pour que les Outre-mer puissent relever ce défi dans les meilleures conditions. Nous sommes toujours au Palais Bourbon pour ce colloque annuel du logement social sous le parrainage d'Olivier Servat, qui est député de la Guadeloupe, qui est également membre de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire. Le thème donc qui correspond parfaitement au poste que vous avez, Monsieur Servat. Et puis le thème central, habitat social outre-mer, nouvelle voie pour un logement résilient et inclusif. Alors, oui, tout à fait. Je suis ravi de pouvoir parrainer cette belle manifestation créée par l'UCHOM, avec notamment Sabrina Mathieu, avec le vice-président Thierry Romanos, avec le président Nalé. En fait, le logement, c'est l'un des besoins primaires des hommes et des femmes. Et on constate qu'en Outre-mer, nous sommes en retard. Nous avons quasiment 30 ans de retard. Nous ne construisons pas assez de logements parce que le foncier disponible n'est pas assez libéré, parce que les normes environnementales parfois sont contraignantes et parce que aussi on doit parler de financements qui sont parfois insuffisants. Alors, que faire ? On doit assurer de la dignité à nos ressortissants ultramarins. On doit assurer aussi de la souplesse, parfois dans ces normes de construction qui parfois bloquent plus qu'elles ne facilitent, alors que l'esprit de ces normes d'adaptation environnementale était de faciliter les matériaux de construction. On a appris que le coût des matériaux de construction en 5 ans a pris 15% et dans le même temps, la réévaluation des financements possibles n'a pas eu lieu. On sait que le logement privé est en difficulté puisque les coûts de financement avec l'augmentation des taux d'intérêt a augmenté. On sait aussi que les dispositifs d'État d'accompagnement tels que le Pinel ont été supprimés, le prêt à taux zéro a été abîmé. Donc aujourd'hui, il faut que chacun et chacune prenne ses responsabilités, bien évidemment les bailleurs dans leur domaine, mais aussi l'État qui, là, mesquinement... Il y a une possibilité de trouver des solutions aux problèmes que vous venez d'évoquer ? Bien sûr. Quelles sont les solutions possibles ? Tout d'abord, arrêter cette contrition brutale du budget des Outre-mer. Pour l'instant, on est à moins 500 millions.
C'est inacceptable dans des territoires qui souffrent déjà. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit pouvoir permettre, par exemple, aux maires qui sont là, et je les en remercie, ainsi que les parlementaires, de pouvoir répondre à leurs critères du nombre de logements sociaux par commune en transformant, par exemple, les dents creuses de ces communes en logement social. Mais il faut pour ça réaffecter la ligne budgétaire unique de financement de l'État vers ces dents creuses, les différents bourgs des territoires qui aujourd'hui défigurent les territoires. Ensuite, on ne doit pas supprimer un certain nombre de dispositifs qui permettent au BTP, aux constructeurs, de pouvoir s'exprimer et de répondre aux démarchés. Le Pinel Outre-mer est abîmé, le prêt à taux zéro est abîmé, et donc on a besoin aujourd'hui en Outre-mer de booster ce type de dispositifs qui permettent de meilleures constructions de logements. Et enfin, les bailleurs sociaux doivent avoir les moyens de leurs ambitions, c'est-à-dire aujourd'hui, on a besoin de 800 logements en Guadeloupe, on en construit 200. Donc le compte n'y est pas, et c'est pour cela que j'interpelle le ministre qui doit venir aujourd'hui. J'espère qu'il honorera l'invitation de l'UCHOM pour pouvoir répondre à un certain nombre de questions très claires et précises. Est-ce que le problème climatique aujourd'hui ne risque pas de créer d'autres conséquences pour la construction des logements? Bien sûr, on a des cyclones de plus en plus violents. On a, d'une façon ou d'une autre, je parle de la faille de San Andrea pour la Martinique, la Guadeloupe, où tôt ou tard, on aura un gros tremblement de terre. Donc, il faut pouvoir adapter ces normes avec des matériaux plus souples, moins chers, mais aussi qui résistent au vent et au tremblement de terre. Donc, voilà une gageure que ce gouvernement, c'est sa responsabilité quand même de s'assurer que nos habitants sont logés de façon digne. Et enfin, pour terminer, je note qu'il y a malgré tout 15% de logements vacants actuellement. Pourquoi? Mais parce que les bailleurs sociaux ont plus la capacité de construire aujourd'hui que de réhabiliter, parce que la réhabilitation est mal financée. Or, il paraît tellement évident et moins coûteux que de réhabiliter des logements construits que de les démolir et d'en reconstruire de nouveaux. Et bien là encore, l'État a son mot à dire. Moi, Thierry Romanos, toujours au Palais Bourbon pour ce colloque annuel qui se tient depuis maintenant 4 ans. Il est vice-président de l'UCHOM. Alors, depuis 4 ans, ce colloque se tient avec des thèmes différents. Est-ce qu'on arrive à en sortir des choses positives après ces séances, monsieur Romanos? Écoutez, c'est l'objectif. L'année dernière, on a eu l'honneur, le privilège de présenter le livre blanc pour le logement social pour l'Outre-mer. Ça s'est passé au Sénat. On a remis ce livre blanc au ministre des Outre-mer de l'époque. Et aujourd'hui, on va remettre au ministre de l'Outre-mer, en espérant qu'il sera présent tout à l'heure, le fameux guide de l'habitat pour l'Outre-mer. Donc, si vous voulez, quelque part, ça évolue dans le bon sens. Il faut faire passer la parole des ultramarins. Il faut que la politique publique de l'habitat soit mieux écoutée et plus territorialisée, plus régionalisée. Et c'est pour cela que nous organisons chaque année ce colloque pour l'outre-mer. C'est un focus donc pour tous les ultramarins. Vous avez donc la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, la Polynésie. Vous avez aussi la Nouvelle-Calédonie et Saint-Pierre-et-Miquelon et la Réunion, qui sont présents autour de cette thématique. Aujourd'hui, vous l'avez vu, la thématique, c'est donc l'habitat social outre-mer, nouvelle voie pour un logement plus résilient et plus inclusif. C'est important. Alors, construire des logements il y a beaucoup de problèmes. On les a évoqués cet après-midi, coût des constructions, problèmes fonciers. Comment sortir de ces problèmes? Alors, vous l'avez dit, effectivement, on a énormément de contraintes. En plus des contraintes du prix, des coûts, des surcoûts pour la construction, vous avez le prix du foncier, vous l'avez dit, mais il y a aussi des contraintes environnementales et qui font que nous avons encore d'autres surcoûts supplémentaires. Et notamment, nous avons maintenant un objectif de construire dans les dents creuses des centres-villes. Et là, dans les centres-bourgs, vous savez, ça coûte énormément, beaucoup plus cher que de construire à l'extérieur. Et là-dessus, c'est une vraie problématique puisque nous avons des fondations spéciales. Et donc, il faut mettre des pieux, tout ça, c'est des surcoûts. Nous ne pouvons pas donc construire par rapport au PLU trop de hauteur. Bref, c'est des bâtiments qui sont quelquefois sur 2 ou 3 niveaux. Mais il faut toujours trouver cet équilibre financier et pour mieux loger nos populations. On peut entendre par comment optimiser l'efficience des politiques d'habitat, M. Éric Adré? Oui, parce que nous savons que la question de l'habitat est très sensible dans nos territoires ultramarins. Et donc, il est important de pouvoir mettre en place tout ce qu'il faut pour que nous puissions bénéficier des dispositifs
qui permettent de répondre aux besoins de nos administrés. Ce n'est pas simple puisque déjà la diversité de nos territoires nous oblige à envisager les choses en prenant en compte toutes les situations. On sait que le problème du foncier est important chez nous. Nous n'avons pas forcément la surface nécessaire pour répondre aux besoins et aux obligations d'ailleurs de logement. Il y a aussi la question de l'indivision, qu'on sait c'est un gros souci. Les indivisions nous empêchent de mettre en place des projets d'aménagement. Et puis il y a surtout aussi le fait que nos territoires sont soumis à des réglementations concernant justement la légitimité et les compétences de l'Agence des 50 pas géométriques, le Conservatoire du littoral, dont il faut prendre en compte leurs responsabilités. Donc les projets d'aménagement sont soumis à ces difficultés, à ces contraintes, et nous essayons de voir dans quelle mesure nous pouvons travailler, nous pouvons répondre aux besoins de nos administrés, mais avec ces difficultés que nous rencontrons. Donc aujourd'hui, il s'agit effectivement d'optimiser les propositions pour que nous puissions arriver à faire des aménagements de nos territoires malgré ces difficultés-là. Vous êtes optimiste et de se dire on pourra trouver peut-être des solutions, parce que ça fait quand même quelques années on parle de ces problèmes qui liés au logement qui créent beaucoup de difficultés pour les constructions. C'est ça, d'autant plus que s'ajoutent des problèmes de dérèglement climatique, des obligations en matière d'écologie qui font aggraver les choses. Notre commune, notamment la mienne, c'est une commune qui est soumise à des aléas climatiques avec des dégâts concernant la houle, toutes ces histoires. Donc il y a véritablement une réflexion sérieuse, en profondeur, à mener pour que nous puissions respecter nos engagements concernant le logement. Donc aujourd'hui, il s'agit dans cette réflexion-là de trouver les voies et moyens pour que nous puissions mettre en place des projets d'urbanisation, des projets d'aménagement de notre territoire pour répondre véritablement aux besoins. Alors, on sait que ce n'est pas simple. Les choses dans des situations comme l'habitat, c'est quelque chose de très particulier. Il nous faut impérativement prendre le temps pour réfléchir à ça. Mais vous avez entendu un petit peu la tonalité, nous sommes quand même optimistes. Nous demandons qu'il y ait des adaptations qui prennent véritablement en compte toute cette diversité dans nos territoires pour pouvoir aboutir à des projets avec les bailleurs, des projets avec forcément l'État pour les financements et des projets avec aussi les promoteurs. Il est nécessaire que tout ceci puisse conduire à une organisation très claire, une situation claire pour pouvoir aboutir à des constructions qui sont nécessaires, puisque on sait que la demande est forte et qu'il y a donc nécessité de pouvoir mettre en place des conditions pour pouvoir réaliser ces projets-là. Ah, évidemment, il faut libérer du foncier, mais lorsqu'on pense qu'il y a des endroits où on a autorisé des constructions il y a quelques années, on ne pourra plus le faire en raison justement de ces intempéries à répétition. Oui, c'est clair. C'est l'illustration parfaite, c'est que il y a beaucoup de zones maintenant qui deviennent inconstructibles, dangereuses pour la construction compte tenu de tout ce qu'il y a eu comme sinistre, comme dégâts, comme drame, quelquefois même. Et donc, ça réduit d'autant les possibilités pour nous de mener des aménagements. Donc, ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Et donc, la nécessité de trouver des solutions, comme je l'ai dit tout à l'heure, des voies et moyens pour pouvoir respecter nos engagements. Parce que nous avons cet engagement-là, il y a des besoins qui sont exprimés et donc il nous faut trouver des solutions pour répondre à ces besoins-là. Alors, on a beaucoup parlé des problématiques du logement outre-mer. Alors, qu'avez-vous retenu déjà pour la première partie de cet après-midi? Écoutez, au cours de la première partie, dans le cadre de cette assemblée de l'UCHOM, on peut dire que l'Union sociale de l'habitat pour l'outre-mer a posé les vraies problématiques, les vraies difficultés de manque de logements sociaux, notamment pour les personnes âgées. Ça rentre d'ailleurs dans le contexte de la problématique foncière qu'Interco Outre-mer a abordée et va présenter au Sénat demain matin. Et c'est difficile parce que les matériaux, par exemple, les matières premières ont terriblement augmenté, ce qui impacte les entreprises du BTP, ce qui impacte l'embauche et ce qui impacte également le climat social. Donc, les intervenants ont essayé ensemble de poser toutes les problématiques, puis d'apporter un certain nombre de solutions de manière collective pour pouvoir pallier à ces difficultés, mais
ça n'est pas simple, c'est difficile. Alors il y a certainement des pistes de réflexion à continuer à se retrouver ensemble, pour lesquels il faut se retrouver ensemble et trouver les voies et moyens pour, si j'ose dire, trouver des pistes avec des solutions concrètes. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de poser les problèmes, mais faudrait-il encore trouver des solutions, ce qui sera abordé tout à l'heure dans la deuxième partie de ce colloque. Construire le logement, c'est un coût au moment où il y a moins de financement. Et oui, on nous demande de faire plus avec moins. Alors effectivement, c'est très difficile. On est dans un contexte extrêmement difficile, financièrement, socialement, donc économiquement de fait. Ça intéresse au peu niveau de la Guyane, notamment Guyane, parce que nous sommes en pénurie de logements depuis plusieurs années. Pour résorber le problème du logement en Guyane, il faut au moins 4500 logements qui sortent de terre par an, puisque nous avons à peu près plus de 20 000 à 30 000 demandes de logements qui ne sont pas satisfaites et qui ne pourront pas être satisfaites dans l'immédiat. Ce qui veut dire que c'est un très 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 gros problème pour notre pays, la Guyane. Voilà. Alors, quand on dit logement, des logements sociaux, c'est très important. Alors, première chose, les logements sociaux. Deuxième chose, les logements intermédiaires, parce que aussi, il faut aussi que d'autres catégories de personnes puissent trouver des logements dignes de leur situation financière pour pouvoir y habiter. C'est-à-dire que d'autres catégories de logements avec d'autres commodités qui pourraient intéresser d'autres types de familles sur notre territoire. Alors, est-ce que le problème du foncier se pose comme ailleurs, sur les autres alors, nous avons un gros problème de foncier pour permettre justement à ce qu'il y ait cette livraison de logements. Le foncier que l'on souhaite avoir, c'est surtout le foncier déjà tout préparé, avec tout ce qui est comme commodité, infrastructure, rue, commodité permettant d'avoir l'électricité et l'eau potable, plus les lignes de communication, c'est-à-dire un foncier tout à fait préparé avec tous les VRD possibles. O-News Radio sur outremernews.fr.